Tu as été bien dressé, à dire merci même quand on t'écrase, à sourire quand tu devrais t'imposer, à t'excuser d'exister quand tu n'as commis aucune faute. Ne crois pas que c'est une coïncidence. On t'a appris que la politesse protège, qu'elle ouvre des portes. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est qu'elle ferme aussi des regards. Elle t'efface, elle t'enterre vivant. Dans cette vidéo, je vais démonter une à une ces habitudes polies qui ruinent ta présence, ta réputation, ton autorité. Ce ne sera pas confortable, parce que je ne suis pas là pour t'adoucir. Je suis ici pour te réveiller. Si tu m'écoutes jusqu'au bout, tu verras ce que Machiavel avait compris depuis longtemps. Être aimé n'a jamais suffi. Il faut impressionner, déranger, gouverner. Et pour cela, tu dois d'abord te libérer des chaînes invisibles que tu appelles gentillesse. Écris en commentaire, je suis prêt à désapprendre. À la Renaissance, l'homme n'était plus seulement un sujet de Dieu, mais un acteur du pouvoir. Machiavel, rejetant les illusions morales, a compris que la réputation n'est pas bâtie sur la bonté, mais sur la perception du pouvoir. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui parlent fort, mais ceux qu'on croit inoffensifs. L'histoire a enterré cette vérité sous des siècles de morale bourgeoise. Aujourd'hui encore, on te conditionne à croire que plaire suffit, que l'humilité protège, que s'effacer est une forme de sagesse. En réalité, ces gestes poliment toxiques t'exposent aux prédateurs sociaux. Tu crois être respecté pour ta gentillesse? Non. On t'ignore, on te manipule, on t'élimine discrètement. Ce que tu appelles civilité n'est souvent qu'une stratégie d'extinction. Et dans le silence, tu te poses ces questions. Pourquoi est-ce toujours moi qu'on oublie? Pourquoi suis-je apprécié, mais jamais redouté? Pourquoi les autres réussissent en étant froids? Et si ma politesse était ma pire erreur? Tu vas maintenant découvrir ce que personne ne t'a jamais dit. Derrière chaque bonne manière que tu crois inoffensive, se cache un mécanisme d'effacement, un signal d'infériorité, une invitation au mépris. Ces 7 habitudes polies ne sont pas des vertus, ce sont des failles sociales. Et tant que tu les ignores, tu restes manipulable. La première habitude polie qui détruit ta réputation, c'est de toujours répondre aux attentes. Tu penses bien faire quand tu te montres disponible. Tu dis oui. Tu ajustes ton emploi du temps. Tu t'adaptes. Tu veux montrer que tu es fiable, agréable, digne de confiance. Mais Machiavel aurait ri de cette naïveté. Car en répondant aux attentes, tu te condamnes à être prévisible. Et ce qui est prévisible devient vite invisible. L'homme qui veut être respecté doit semer une forme d'incertitude autour de lui. Il doit créer un espace où l'autre ne sait jamais totalement s'il peut le mobiliser, le déranger, l'utiliser. L'excès de disponibilité est une capitulation stratégique. On finit par croire que tu n'as rien de plus important à faire. Et dans l'inconscient collectif, ce que tu offres sans résistance perd toute valeur. La rareté crée la demande. L'absence crée la tension. Mais ta politesse t'a appris à combler les vides, à te rendre utile, à éviter le silence. Chaque fois que tu veux rendre service sans filtre, tu ajoutes une pierre à ta propre prison. Tu crois t'attirer la sympathie, tu récoltes la banalité. Tu crois que ton entourage te verra comme quelqu'un de bon, il te verra comme quelqu'un de faible. L'homme qui veut bâtir sa légende doit apprendre à refuser, à dire non sans justification, à se faire désirer comme une ressource rare. Il ne s'agit pas de devenir méprisant. Il s'agit de ne plus laisser ton énergie être dilapidée dans l'autel des autres. La vérité, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui disent toujours oui, mais ceux qui choisissent quand leur oui aura du poids. Si tu veux redevenir visible, arrête de répondre à tout et commence à exister pour toi. La deuxième habitude polie qui détruit ta réputation, c'est de toujours sourire pour rassurer. Le sourire est une arme. Mais toi, tu en as fait un réflexe. Tu souris quand tu entres. Tu souris quand tu écoutes. Tu souris même quand on t'interrompt, quand on te manque de respect, quand tu ressens une tension. Tu crois que ton sourire apaise, qu'il facilite les rapports. Mais dans l'esprit de ceux qui t'observent, il indique une chose très claire. Tu veux être aimé à tout prix. Machiavel te dirait qu'un sourire qui n'est pas ancré dans une maîtrise du rapport de force est une soumission déguisée. Il ne s'agit pas de ne plus jamais sourire.
Il s'agit de comprendre à quel moment ton sourire devient un masque de peur, un mécanisme de protection, une manière d'éteindre ton feu intérieur. Tu crois envoyer un message de paix. Tu envoies un message de faiblesse, et les esprits les plus stratégiques le perçoivent instantanément. Ils savent que ton besoin d'être apprécié est plus fort que ton besoin d'être respecté. Et ils s'en serviront. Ils te feront des demandes absurdes. Ils te placeront dans des situations ambiguës. Ils testeront les limites que tu ne poses pas. Le sourire automatique n'ouvre pas les cœurs. Il ferme les regards. Il t'infantilise. Il te rend inoffensif. Si tu veux que ton sourire ait de la valeur, cesse de le distribuer comme une monnaie dévaluée. Garde-le comme un sceau rare, un moment d'ouverture contrôlée, une récompense, pas une obligation. L'homme qui rayonne sans avoir besoin de sourire exerce un autre type de magnétisme, plus profond, plus redouté, plus respecté. Il est calme, mais pas effacé, présent, mais pas soumis. Tu dois reprendre le contrôle de ton visage. Ne le laisse plus réagir en fonction du confort de l'autre. Laisse-le exprimer ton centre, même dans le silence. C'est là que ton regard devient langage. La troisième habitude polie qui détruit ta réputation, c'est de t'excuser sans raison. Tu t'excuses quand tu prends la parole. Tu t'excuses quand tu déranges. Tu t'excuses même pour des choses que tu n'as pas faites. Pourquoi ? Parce qu'on t'a programmé à croire que demander pardon préserve l'harmonie. Mais Machiavel t'aurait prévenu. Celui qui s'excuse en permanence est perçu comme coupable, même quand il ne l'est pas. L'excuse excessive envoie un signal sourd, mais fatal. Tu assumes une infériorité que personne ne t'a imposée. Tu la portes toi-même. Dans une pièce, il y a toujours des rapports de domination implicites. Et plus tu multiplies les excuses inutiles, plus tu perds de terrain sans que personne ne t'attaque. L'excuse devient alors une abdication. Elle te positionne dans la posture de celui qui cherche l'acceptation. Et ce besoin d'être accepté est précisément ce qui détruit ta réputation. Parce qu'on ne respecte pas celui qui demande l'autorisation d'exister. On le tolère, tout au plus. Tu dois apprendre à faire la différence entre réparer une faute et t'effacer par habitude. Quand tu t'excuses de prendre de la place, tu invites l'autre à t'en enlever encore plus. Et il le fera. Pas forcément par méchanceté, mais parce que la nature humaine répond aux signaux de pouvoir. Et celui qui s'excuse sans autorité n'envoie aucun signal de puissance. Il devient l'ombre dans la lumière des autres. Si tu veux que tes mots soient entendus, que ta présence soit prise au sérieux, supprime les excuses parasites. Parle avec clarté. Affirme sans détour. Et quand tu demandes pardon, fais-le avec la posture d'un roi, pas celle d'un serviteur apeuré. L'excuse noble vient d'un centre fort. L'excuse automatique vient d'un esprit effacé. Toi seul décides duquel tu veux incarner. La quatrième habitude polie qui détruit ta réputation, c'est de laisser les autres parler en premier. Tu crois que c'est une marque de respect. Tu laisses parler, tu écoutes, tu ne veux pas couper la parole. Tu attends qu'on t'invite, qu'on te donne la place. Tu penses que cela montre ta patience, ta sagesse, ta maîtrise. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le message que tu envoies dans les premières secondes. Je ne suis pas le centre. Et dans un monde gouverné par la perception, celui qui ne prend pas la parole en premier devient l'accompagnateur, pas le meneur. Machiavel dirait que le pouvoir n'appartient pas à celui qui a raison, mais à celui qui prend l'initiative, celui qui impose le rythme, celui qui donne le ton. En te mettant en retrait dès l'entrée, tu offres la direction à l'autre. Et plus tu le fais, plus ton rôle se réduit. Tu deviens celui qu'on consulte après coup, celui qu'on tolère, celui qu'on oublie. Par politesse, tu effaces ton propre élan. Mais les leaders ne sont pas ceux qui attendent, ce sont ceux qui osent, qui parlent sans y être invités, qui placent leur voix là où personne ne leur a fait de place. Tu dois comprendre que ta voix est une arme, que tes idées méritent d'être posées sur la table, pas gardées au chaud par respect excessif. Il ne s'agit pas de couper les autres ou d'écraser. Il s'agit de prendre ton espace avant qu'il ne disparaisse, de montrer que tu es là, que tu existes, que tu diriges. Les personnes qui prennent la parole, les premières fixent le cadre. Celles qui attendent le feu vert restent dans le décor. Si tu veux changer la manière dont on te perçoit, commence par t'imposer
dans les 3 premières secondes. Même avec calme, même avec douceur, mais impose-toi. La 5e habitude, polie, qui détruit ta réputation, c'est de toujours chercher à ne déranger personne. Tu passes ton temps à t'effacer, à te faire petit, à vérifier que tout le monde va bien, sauf toi. Tu évites les sujets sensibles, tu contournes les conflits, tu changes ton opinion pour ne pas créer de tension. Tu veux que tout reste fluide, harmonieux, serein. Tu appelles ça être bienveillant. Mais Machiavel aurait utilisé un autre mot, manipulable. Car à force de ne jamais vouloir déranger, tu perds toute singularité. Tu n'es plus une voix, tu es un écho. Et un écho ne dirige jamais rien. Tu crois gagner l'amour des autres en évitant le bruit. Mais tu ne récoltes que l'indifférence. Dans un monde saturé de personnalités affirmées, celui qui cherche l'effacement ne fait que confirmer son insignifiance. Ne pas déranger, c'est souvent ne pas exister. Les leaders, les esprits libres, les figures dominantes, tous dérangent à un moment. Parce qu'ils imposent un rythme, une vision, une tension. Ils ne fuient pas l'inconfort, ils le créent. Et si tu veux bâtir une réputation digne de respect, tu dois commencer par faire de ta présence un événement, pas une absence feutrée. Ne pas déranger, c'est vouloir plaire à tout le monde. Et vouloir plaire à tout le monde, c'est trahir qui tu es. Tu dois apprendre à laisser une empreinte, même si elle trouble, même si elle secoue, même si elle gêne. Celui qui laisse un silence froid derrière lui est plus respecté que celui dont l'absence rassure. Cesse de te modeler selon les sensibilités fragiles des autres. Sois pierre, pas sable. Tu n'as pas été créé pour te fondre, mais pour marquer. L'harmonie véritable n'est pas dans l'effacement, elle est dans la présence assumée. Celle qui ne cherche pas à être aimée, mais qui impose le respect. La 6e habitude polie, qui détruit ta réputation, c'est de toujours vouloir arrondir les angles. Tu es celui qui réconcilie, celui qui calme le jeu, celui qui modère, qui apaise, qui transforme les désaccords en consensus. On t'admire parfois pour cela, mais dans l'ombre, on te perçoit autrement, comme celui qui n'ose jamais trancher. Machiavel aurait vu en toi un esprit sans bord, sans tranchant, sans influence réelle. Car celui qui arrondit tout finit par s'effacer lui-même. Le pouvoir n'émerge pas dans l'équilibre permanent. Il surgit dans la capacité à polariser, à affirmer, à assumer des lignes claires. En tentant de lisser les tensions, tu crois construire la paix. Mais en réalité, tu éteins ta propre voix. Tu refuses d'imposer ton cadre par peur de choquer. Tu t'adaptes jusqu'à devenir l'outil des autres. Tu te dis neutre, mais la neutralité dans un monde de pouvoir est une forme de soumission. L'histoire est écrite par ceux qui prennent position, pas par ceux qui cherchent à concilier toutes les versions. À force d'arrondir, tu deviens flou. Et ce flou rend ton rôle interchangeable. On te consulte, mais on ne te suit pas. On t'écoute, mais on ne t'imite pas. Ton influence s'érode dans le désir de plaire à chaque camp. La vérité, c'est qu'une réputation forte repose sur des choix visibles, des postures affirmées, des paroles qui divisent autant qu'elles rassemblent. Et tant que tu évites cette tension, tu restes décoratif. Tu n'imprimes rien dans les esprits. Si tu veux qu'on se souvienne de toi, apprends à choisir un côté, à défendre une vision même impopulaire, à dire non quand tout le monde dit oui. Le monde n'a pas besoin de plus de modérateurs. Il a besoin de figures qui assument le conflit intérieur comme extérieur. Cesse d'arrondir les angles. Deviens l'angle. C'est ainsi que naît la réputation. La 7e habitude, polie, qui détruit ta réputation, c'est de remercier à tout moment. Remercier est noble, mais dans ta bouche, cela devient une ritournelle. Tu remercies même quand tu n'as rien reçu. Tu remercies pour une réponse froide, pour une faveur qui t'humilie, pour un silence à peine poli. Tu crois que dire merci ouvre les portes, mais Machiavel t'aurait murmuré autre chose. Trop de gratitude tue la grandeur. Car à force de remercier, tu installes l'idée que tout ce qu'on te donne est un cadeau. Comme si tu ne le méritais pas. Comme si ta simple présence était une dette envers les autres. Et dans le monde réel, celui qui remercie trop est celui qu'on éduque à rester en bas. Tu crois que tu montres ta reconnaissance, mais tu cultives ton infériorité.
Tu renforces l'idée que tu es chanceux d'être là, plutôt qu'à ta juste place. Les puissants remercient avec parcimonie. Non par orgueil, mais parce qu'ils savent que leur valeur est intrinsèque. Ils honorent les actes, mais ne s'abaissent pas à chaque geste. Toi, tu remercies comme si tu devais justifier ton existence. Et les autres le sentent. Ils savent qu'ils peuvent te faire attendre, t'ignorer, t'offrir des miettes. Tu remercieras quand même. Le respect ne vient pas de la gratitude constante, mais du positionnement clair. Apprends à remercier quand le geste est noble, pas quand il est condescendant. Apprends à remercier sans t'incliner, à exprimer ta reconnaissance sans effacer ta fierté. Le merci qui vient d'un homme aligné est puissant, mais celui qui vient d'un cœur qui doute est un signe de soumission. Et Machiavel l'aurait su. La soumission polie est plus dangereuse que l'opposition ouverte, car elle te rend complice de ta propre mise à l'écart. Alors désormais, remercie moins. Mais quand tu le fais, que cela vienne d'un trône intérieur. Tu crois agir par sagesse, par gentillesse, par maturité. Mais ce que tu appelles politesse n'est souvent qu'un déguisement plus noble de la peur. Derrière tes gestes anodins se cachent des rituels d'effacement social, des réflexes inconscients qui programment ta disparition. Et tant que tu les ignores, ta réputation sera toujours entre les mains des autres. Le premier rituel d'effacement social que tu dois désactiver, c'est celui de la réponse immédiate. Tu réponds vite, trop vite. Dès qu'on t'écrit, tu réagis. Tu veux montrer que tu es disponible, réactif, bienveillant. Tu crois que cela prouve ton sérieux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le message caché que tu envoies à chaque fois. Ma priorité, ce n'est pas moi. Répondre dans la seconde, c'est dire à l'autre qu'il te possède. Machiavel aurait compris ce réflexe comme une abdication volontaire. Celui qui répond sans délai donne son temps à ceux qui n'ont même pas su le mériter. Il efface sa rareté. Il dilue sa valeur. Dans les sphères du pouvoir, l'attente est une stratégie. Elle crée du mystère, de l'intérêt, une hiérarchie invisible. Celui qui répond toujours immédiatement perd sa verticalité. Il devient horizontal, joignable, exploitable. Il montre qu'il n'a rien de plus important que les sollicitations extérieures. Et plus il le fait, plus il s'éloigne de son centre. Il ne vit plus selon son propre tempo, mais selon les impulsions des autres. C'est ainsi qu'on perd l'aura, la présence, la profondeur. Tu crois être professionnel, mais tu deviens prévisible. Tu crois être poli, mais tu t'excuses d'exister. Apprends à créer des silences, à instaurer un délai entre la stimulation et la réponse. Pas pour manipuler, pour affirmer ta souveraineté. Car l'homme souverain ne court pas après le rythme des autres. Il impose le sien. Chaque réponse immédiate que tu offres est une preuve silencieuse que tu ne contrôles pas ton temps. Et dans ce monde, le temps est la seule vraie richesse. Tu n'es pas un service client. Tu es une entité humaine, un esprit stratégique. Et ton silence est parfois plus fort qu'une parole immédiate. Ce n'est pas l'absence qui détruit une relation. C'est l'absence de respect de soi dans la relation. Le deuxième rituel d'effacement social, c'est de toujours te justifier. Tu expliques tout. Pourquoi tu étais en retard? Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu as changé d'avis? Pourquoi tu ne peux pas venir? Même quand personne ne t'a demandé de compte, tu t'en imposes toi-même. Tu veux que les autres comprennent. Tu veux éviter qu'ils pensent du mal. Mais Machiavel aurait souri de cette fragilité. Car plus tu te justifies, plus tu révèles ta peur du jugement. Et celui qui a peur du jugement est facile à manipuler. Se justifier sans arrêt, c'est montrer qu'on se sent en faute, même quand on ne l'est pas. C'est préparer l'autre à douter de toi, à te placer dans une position inférieure. Tu crois que ton honnêteté va inspirer le respect. Mais ce que tu crées, c'est l'image d'un esprit instable, inquiet, anxieux de plaire. Dans les sphères du pouvoir, les justifications excessives sont perçues comme une perte de maîtrise. On respecte davantage celui qui dit « je ne suis pas disponible » que celui qui dit « désolé, j'ai eu un empêchement, je suis fatigué, je n'ai pas vu ton message ». L'un affirme, l'autre implore, et cette différence est subtile mais cruciale. Tu n'as pas à te justifier tout le temps. Tu as à décider, à poser des choix, à les assumer sans te torturer. Si quelqu'un te demande des explications, tu peux répondre avec clarté.
Mais si tu offres des excuses avant même qu'on t'interroge, tu places ton autorité dans les mains de l'autre. Et tu creuses ta tombe sociale. Apprends à aimer le malentendu, le flou, le silence. Apprends à exister sans validation extérieure. Ce n'est pas l'explication qui te sauvera. C'est l'ancrage, le calme, l'autorité de ton choix. Celui qui veut plaire à tous finit esclave de chacun. Et celui qui s'explique en permanence abandonne, peu à peu, la puissance de son mystère. Le troisième rituel d'effacement social, c'est de demander la permission d'exister. Tu veux t'exprimer, mais tu dis « désolé de déranger ». Tu veux prendre la parole, mais tu attends qu'on te la donne. Tu veux poser une idée, mais tu demandes d'abord si ce serait possible. Tu crois faire preuve d'humilité. En vérité, tu demandes l'autorisation d'être. Et personne ne respecte un être qui doute d'avoir le droit de parler. Machiavel aurait vu là un aveu de faiblesse. Car dans chaque permission demandée, il y a une hiérarchie implicite que tu acceptes. Tu te positionnes en bas. Tu acceptes que l'autre ait le pouvoir de t'invalider. Et parfois, il ne le fera même pas. Parce qu'il ne t'a même pas remarqué. Tu ne déranges pas. Tu n'existes pas. La peur de déranger est une illusion. Ce qui dérange vraiment, ce n'est pas ta parole, c'est ta puissance. C'est ton feu. C'est ton aura quand tu t'exprimes sans trembler. Tant que tu demandes la permission, tu restes dans la cage invisible de l'auto-effacement. Tu crois que la société te valorisera pour ton respect. Mais le respect, sans affirmation, est perçu comme un effacement volontaire. Tu ne gênes personne quand tu es là. Tu gênes quand tu brilles. Et c'est pour cela que tu as appris à éteindre ta voix. Mais cette politesse n'est pas noble. Elle est programmée. Elle vient d'une peur ancestrale, celle de ne pas mériter l'espace. Tu dois te libérer de ce poison. Tu dois parler quand tu sens que c'est juste. Tu dois affirmer sans demander, non par arrogance, par alignement. Tu n'es pas une faveur, tu es une présence. Et cette présence n'a pas à être validée. Elle doit être ressentie, entendue, respectée. Celui qui attend la permission d'exister meurt à petit feu dans la vie des autres. Celui qui affirme sa voix sans violence impose sa place et change les rapports. Le quatrième rituel d'effacement social, c'est de ne jamais corriger les autres. Tu entends une erreur, mais tu laisses passer. Tu subis une injustice, mais tu détournes les yeux. Tu vois une manipulation, mais tu souris quand même. Tu crois être sage. En réalité, tu choisis de te taire là où ta voix devrait redresser. Tu crois préserver la paix. Tu détruis ton autorité. Machiavel n'aurait jamais toléré cela. Car corriger, c'est poser une frontière. C'est marquer l'espace entre le juste et le faux, entre le respect et l'abus. Et celui qui ne corrige jamais est perçu comme quelqu'un qu'on peut contourner, ignorer, utiliser. Tu ne montres pas de la patience, tu montres de la peur. Tu veux garder l'harmonie? Alors tu sacrifies la vérité. Et dans cette dissonance, tu t'effaces toi-même. Corriger ne veut pas dire attaquer. Cela veut dire rectifier ce qui pourrait t'éroder. Cela veut dire signaler que tu es conscient, que tu n'acceptes pas le flou, que tu existes avec des repères. L'homme qui veut être respecté doit apprendre à dire non, à dire « ce n'est pas correct », à poser un regard froid quand il le faut. Tu crois que corriger va créer un conflit, mais le vrai conflit, c'est celui que tu vis intérieurement quand tu t'écrases pour éviter le malaise. Et ce conflit te dévore. Il fragilise ton centre, il ronge ton intégrité. La paix sociale ne vaut rien si elle détruit ton axe. Tu ne dois pas tout corriger, mais tu dois montrer que tu sais, que tu vois, que tu pourrais parler. Et parfois, ce silence maîtrisé vaut 1000 corrections. Mais il doit être choisi, pas subi. Car corriger, c'est aussi se positionner comme une référence. Et dans ce monde, seuls les repères sont respectés. Les autres ne sont que des corps. Le cinquième rituel d'effacement social, c'est de valider systématiquement les émotions des autres. Quelqu'un pleure, tu le consoles. Quelqu'un est en colère, tu te remets en question. Quelqu'un se vexe, tu t'excuses. Tu crois que ton rôle est d'apaiser, que l'écoute, la compassion, l'accueil des émotions font de toi un être évolué. Mais Machiavel aurait vu là une stratégie de soumission morale, car valider systématiquement les émotions des autres,
c'est leur donner tout le pouvoir du récit. C'est dire, ce que tu ressens est plus important que ce que je suis. Et dans cette posture, tu abandonnes ta souveraineté. Les émotions ne sont pas des vérités, elles sont des phénomènes, et certaines émotions sont manipulatrices, égocentrées, immatures. Mais tu les prends toutes comme des réalités absolues. Tu deviens celui qui doit s'adapter, celui qui prend soin, celui qui encaisse. Tu crois que cela renforce le lien, mais cela affaiblit ton aura. Car tu ne poses jamais de limites, tu ne remets jamais en cause la légitimité des réactions. Tu accueilles tout sans jamais trier. Et cette absence de filtre te rend vulnérable à ceux qui savent manipuler le champ émotionnel. L'homme qui veut être respecté ne nie pas les émotions, mais il les encadre. Il ne les laisse pas tout dominer. Il voit à travers elles. Il sait quand elles sont vraies et quand elles sont utilisées. Si tu veux retrouver ton axe, cesse de valider tout ce que l'autre ressent. Autorise-toi à dire « Je comprends ce que tu vis, mais ce n'est pas juste ». Autorise-toi à voir clair, même dans les larmes. Car l'autorité émotionnelle, c'est aussi ça, reconnaître la souffrance sans te laisser diriger par elle. Et ça, très peu savent le faire. Le 6e rituel d'effacement social, c'est de t'excuser pour tes limites. Tu dis « Désolé, je suis fatigué. Désolé, je ne peux pas ce soir. Désolé, j'ai besoin de temps. » À chaque fois que tu poses une limite, tu l'enrobes dans une excuse. Comme si le simple fait de dire non te plaçait déjà en position d'infériorité. Mais Machiavel t'aurait dit « La véritable force, c'est de poser une limite sans culpabilité, sans justification, sans tremblement. En demandant pardon pour ton besoin d'espace, tu fais passer un message invisible. Je sais que je dérange en prenant soin de moi. Et ce message est fatal. Il dit à l'autre que sa demande est plus légitime que ton besoin. Il dit que ton repos est une faute, que ton silence est suspect, que ton besoin d'alignement est un caprice. Tu crois préserver la relation, mais tu creuses un écart entre toi et ton pouvoir. Celui qui veut être respecté ne s'excuse pas pour ce qu'il est. Il assume ses limites comme un territoire sacré. Il dit non, calmement, fermement, sans justification inutile. Il n'a pas besoin d'un alibi pour se préserver. Il se respecte, et ce respect trace une frontière que les autres finissent par intégrer. Tant que tu t'excuses de vivre selon ton propre rythme, tu invites les autres à te remodeler, à réécrire ton emploi du temps, ton énergie, tes priorités. Cesse de penser que poser une limite est un acte égoïste. C'est un acte souverain, un acte vital, une preuve que tu n'es pas un outil, mais une entité consciente. Tu n'as pas à supplier pour exister, tu n'as pas à te justifier pour respirer. Tu as le droit de dire non, de ralentir, de disparaître un moment. Et plus tu le fais avec calme, plus ton aura se renforce, car le silence de celui qui connaît ses limites est plus puissant que 1000 mots d'un esclave social. Le 7e rituel d'effacement social, c'est de toujours chercher à être compris. Tu expliques ton parcours, tu racontes tes intentions, tu multiplies les détails pour que l'autre voie ton cœur, ton effort, ta sincérité. Tu veux qu'il sache que tu n'es pas comme les autres. Tu veux qu'il voie la profondeur derrière tes gestes. Mais à trop vouloir être compris, tu te livres trop tôt, trop vite. Et Machiavel aurait vu dans cette transparence un désastre stratégique, car celui qui révèle tout de lui devient prévisible. Celui qui veut absolument qu'on saisisse son essence est souvent celui qui ne la maîtrise pas encore. Tu crois créer de la proximité, mais tu t'exposes à l'interprétation, à la relecture, à la distorsion. Et plus tu insistes pour qu'on te comprenne, plus tu affirmes en silence une chose. Je ne suis pas sûr d'être lisible. Tu veux prouver ta clarté, mais tu révèles ton chaos. Et dans ce chaos, tu invites le jugement. Tu crois que la compréhension va t'amener le respect. Mais le respect naît souvent de ce qu'on ne comprend pas totalement, de ce qui reste mystérieux, de ce qu'on sent, mais qu'on ne peut pas expliquer. L'être puissant ne cherche pas à être compris. Il se tient, il avance. Il laisse l'écho parler pour lui. Il sait que ceux qui doivent le percevoir le feront. Et les autres ne comptent pas. En voulant tout expliquer, tu dilues ton énergie. Tu veux convaincre au lieu d'imposer. Tu veux séduire au lieu d'incarner.
Cesse d'espérer qu'on entre dans ton monde, vis dans ton monde, et celui qui a les clés vibratoires te rejoindra. L'incompréhension est parfois une forme de respect, un territoire sacré où ton essence n'a pas besoin d'être analysée pour exister. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à tenir ta vibration jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Tu as vu les rituels qui t'effacent. Il est temps maintenant d'agir, pas en forçant, pas en criant, mais en posant des actes de souveraineté sociale, des gestes simples, presque invisibles, mais profondément transformateurs. 7 décisions concrètes pour reprendre ta place dans l'esprit des autres, sans t'expliquer, sans t'excuser, sans trembler. Le premier acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est de créer volontairement de l'attente autour de toi. Tu veux paraître disponible, tu veux répondre vite, être joignable, montrer que tu n'as rien à cacher. Mais en vérité, tu dissous ta valeur dans ta réactivité. Celui qui est toujours accessible n'impose aucune tension. Et sans tension, il n'y a ni respect, ni magnétisme. Tu dois apprendre à retarder ta réponse, à ne pas tout valider dans l'instant, à créer un espace entre la demande et ta décision. Ce délai, s'il est habité par une présence ferme, devient une preuve de contrôle. Il dit « Je choisis quand et comment je me rends disponible ». Tu ne dois pas te justifier. Tu dois simplement maîtriser ton tempo. Cette attente que tu imposes, même subtile, restaure autour de toi une frontière précieuse, une frontière que les autres n'ont plus l'habitude de sentir. Car ils vivent dans l'immédiateté, l'accès instantané, la saturation. Toi, tu redeviens rare. Et ce que l'on ne peut pas prévoir, on commence à respecter. Ce que l'on ne peut pas mobiliser à volonté, on commence à désirer. Ce n'est pas une stratégie manipulatrice, c'est un retour à l'équilibre. Tu cesses de sacrifier ton temps au profit des rythmes extérieurs. Tu récupères ton axe, et dans ce silence que tu imposes, l'autre s'interroge. Il se repositionne, il s'ajuste, car il sent, confusément, que tu n'es plus dans la dépendance, mais dans l'émanation. Créer de l'attente, c'est reprogrammer ton aura, c'est signaler que tu n'es pas un outil, mais une ressource, et qu'on ne s'adresse pas à une ressource sans respect. Désormais, laisse tes réponses respirer. Laisse les autres patienter. Laisse ton silence devenir un langage. C'est là que naît l'autorité véritable. Le deuxième acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est de refuser de t'expliquer face au flou. Tu ressens un malaise dans un échange. Tu captes un ton ambigu, une attente passive, une tension déguisée. Ton premier réflexe est de dissiper l'inconfort. Tu veux clarifier, rassurer, t'expliquer avant même qu'on t'ait accusé. Mais c'est là que commence ta perte. Car le flou est parfois volontaire. C'est une technique ancienne de domination, une manière de te pousser à parler trop, à révéler ton insécurité, à justifier ta position comme si elle était illégitime. Machiavel l'aurait vu immédiatement. Celui qui cherche à tout clarifier en face d'une tension invisible tombe dans le piège de l'auto-accusation. Il prend sur lui ce que l'autre n'a même pas dit, et il s'infériorise. Toi, désormais, tu dois apprendre à ne plus t'expliquer face à l'ambiguïté. Tu ressens qu'un silence est tendu, tu le laisses. Tu ressens qu'une parole te juge à demi-mot, tu ne réagis pas. Tu ressens qu'on attend de toi une réponse pour alléger une atmosphère que tu n'as pas créée, tu restes calme. L'acte de souveraineté, ici, c'est le silence assumé, le regard stable, l'absence d'auto-justification. Cela ne veut pas dire que tu ignores la situation. Cela veut dire que tu refuses de valider les jeux flous. Tu refuses d'entrer dans des conversations qui n'ont pas été posées clairement. Tu protèges ton énergie en exigeant du langage net. Et tant que ce langage n'est pas là, tu ne bouges pas. Tu ne déballes pas ton cœur pour combler le vide. Tu laisses l'autre avec sa propre confusion. Et dans ce face-à-face, tu révèles une force que peu savent manier. La non-réaction intelligente. Tu existes sans t'expliquer. Et paradoxalement, c'est là que ton message devient le plus fort. Le flou ne mérite pas toujours une parole. Il mérite ta maîtrise. Le troisième acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est de formuler des refus sans justification. Tu as appris à dire non,
mais tu l'as toujours dit en t'excusant. Tu ajoutes « je ne peux pas parce que ce n'est pas contre toi, je suis débordé en ce moment ». Tu crois que cela adoucit ton refus. En réalité, cela annule sa force. Car chaque justification que tu ajoutes diminue l'impact de ta décision. Elle transforme ton non en tentative de plaire, malgré le désaccord. Elle laisse la porte ouverte au marchandage, à l'insistance, à la relecture. Machiavel aurait dit « un non qui a besoin d'être expliqué est déjà en train de trembler ». Ce que tu dois poser maintenant, c'est un non ferme, sobre, souverain, sans colère, sans agressivité, mais sans habillage. Tu dis simplement « non, ce ne sera pas possible ». Tu ne précises rien. Tu ne te justifies pas. Tu laisses l'autre face à son propre ressenti et tu lui retires le pouvoir de l'interprétation. Ce type de refus, s'il est incarné, marque une frontière nette dans l'esprit de l'autre. Il dit « je n'ai pas besoin de ton approbation pour me positionner ». Et c'est ce message, plus que le refus lui-même, qui établit ton autorité. C'est un désapprentissage radical, car tu as été formé à croire que refuser, c'est blesser, alors que refuser, c'est exister. Tant que tu justifies ton non, tu trahis ton propre centre. Tu émets un doute, tu laisses entendre que ton choix est discutable, et l'autre, même inconsciemment, sent qu'il peut insister. Mais quand ton non est clair, calme, sans appel, tu forces le respect. Tu n'éloignes pas, tu structures, tu éduques l'espace autour de toi. Ce n'est pas le refus qui blesse, c'est l'instabilité du refus. Apprends à dire non comme une sentence qui n'a pas besoin d'être comprise, juste posée et tenue. Le 4e acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est de parler le dernier quand l'enjeu est réel. Tu veux exprimer ton avis, mais tu sens qu'on t'observe. Tu veux partager ton idée, mais tu te précipites pour ne pas perdre l'instant. Tu crois que parler le premier te donne une longueur d'avance. En réalité, dans les moments stratégiques, le premier qui parle s'expose. Il se vide, il montre ses cartes, il révèle son intention. Machiavel, lui, aurait attendu. Il aurait laissé les autres se positionner, se dévoiler, se contredire. Puis il aurait parlé, lentement, après tout le monde, et sa parole aurait eu le poids du silence accumulé. Tu dois apprendre cela. Dans un espace où le pouvoir circule, celui qui parle en dernier détient la synthèse. Il impose la structure du débat, il clôt l'attention, il devient le centre. Cela ne veut pas dire te taire constamment, cela veut dire ressentir quand le moment exige de l'attente, d'observer avant d'attaquer, de retenir ton énergie pour la libérer au moment juste. Ce type de parole tardive n'est pas une fuite, c'est une frappe, un ancrage. Elle oblige les autres à se repositionner. Elle les interrompt sans les couper. Elle redessine la scène. Dans les cercles d'autorité, on appelle cela l'ascendant. Tu n'as pas besoin de parler fort pour l'avoir. Tu dois parler tard et juste. Tu laisses les autres lancer leurs idées. Tu laisses les tensions s'installer. Puis, tu déposes ta voix. Et là, tout change. On t'écoute différemment. Car tu n'as pas cherché l'attention. Tu l'as maîtrisée. Et dans cette maîtrise, tu révèles ta hauteur. Désormais, observe les moments où tu veux parler trop vite. Retiens-toi et attends. Le pouvoir n'est pas dans la parole, il est dans le moment où tu la livres. Le 5e acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est de couper la gratitude, réflexe. Tu dis merci par automatisme, pour un message, un regard, une attention banale. Tu veux montrer que tu es reconnaissant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce merci répété, systématique, efface la valeur de ta reconnaissance. Machiavel aurait vu là un acte de servitude douce, car le merci automatique n'est pas un signe de noblesse, c'est un réflexe de survie sociale. Tu veux éviter le rejet, apaiser l'échange, garantir que l'autre te verra comme quelqu'un de bon. Mais tu oublies une chose, la gratitude a de la valeur uniquement quand elle vient d'un centre fort. Si tu remercies tout le temps, tu montres que tu es en dette permanente. Et cela, les esprits dominants le captent. Ils sentent que tu vis dans une posture d'infériorité symbolique. Tu crois que ton merci honore l'autre. Mais parfois, il t'abaisse. Il te positionne comme un invité sur ton propre territoire. L'acte de souveraineté ici, c'est de ne remercier que lorsque tu le décides consciemment. Quand l'acte de l'autre
est réellement digne d'honneur. Pas quand il est normal, voire insignifiant. Tu dois réapprendre à valoriser ton merci, à en faire une bénédiction rare, une marque de reconnaissance puissante, et non un geste de soumission sociale. Cela ne veut pas dire devenir ingrat, cela veut dire redevenir maître de ton expression, car celui qui remercie avec justesse est perçu comme un égal, mais celui qui remercie sans arrêt est perçu comme un inférieur. Sois précis, sois sobre, et surtout, sois aligné. Ton merci doit venir de ton axe, pas de ta peur. À partir de maintenant, coupe le merci automatique. Et regarde ce qui se passe. Tu verras que le respect n'est pas né de ta gratitude. Il naît de ta clarté. Le 6e acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est d'interrompre volontairement une dynamique quand elle te dépasse. Tu es en réunion, en cercle social, en échange personnel, et tu sens que quelque chose t'échappe. Le rythme s'accélère, les paroles fusent, les décisions se prennent sans toi. Tu es là, mais tu ne pèses plus, ton énergie est absorbée, ton silence devient une absence, et pourtant, tu continues à suivre, à écouter, à sourire. Tu te laisses porter par la vague. Machiavel n'aurait pas toléré cela. Il aurait interrompu. Net. Même avec calme, même avec élégance. Il aurait dit « Attendons une seconde ». Il aurait posé une question, fait une remarque, créé un ralentissement, un arrêt, un changement d'axe. Car interrompre un flux qui t'efface est une manière de reprendre ta place. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une restauration d'équilibre. Celui qui veut être respecté doit sentir quand il est en train de disparaître dans le mouvement collectif, et il doit oser briser ce mouvement pour exister à nouveau. Interrompre volontairement une dynamique, c'est signaler que tu n'es pas une pièce passive, que tu choisis le rythme, que tu ressens les déviations, et que tu n'as pas peur d'imposer une fracture dans la fluidité apparente. Cela demande du courage, car tu vas casser l'ambiance, briser une harmonie factice, créer une tension. Mais cette tension est le prix de ta réapparition. Ce n'est pas une violence, c'est une déclaration silencieuse. Je suis ici, je suis vivant, je suis présent. Tu ne dois pas attendre que l'espace te soit rendu. Tu dois le reconquérir. Et parfois, cela commence par une phrase. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction. Permettez-moi de revenir un instant en arrière. Avant de continuer, j'aimerais clarifier quelque chose. Ces mots sont des leviers. Utilise-les. Non pour dominer, mais pour exister. Et exister, dans ce monde bruyant, est déjà un acte révolutionnaire. Le 7e acte que tu dois poser pour restaurer ta souveraineté sociale, c'est de disparaître volontairement pour redevenir une énigme. Tu es partout, présent, connecté, réactif, visible. Tu veux entretenir le lien, nourrir la dynamique, montrer que tu existes. Mais à force d'être constamment là, tu t'effaces autrement, par saturation. Ta présence devient une habitude. Et une habitude, même utile, cesse d'être perçue comme précieuse. Machiavel l'aurait compris. L'art du pouvoir implique parfois le retrait. Pas par faiblesse, mais par stratégie. Disparaître un temps, volontairement, sans expliquer, sans annoncer, sans drame, est un acte de haute autorité. Tu crées un vide, et dans ce vide, ta valeur est réévaluée. Ton absence devient langage, ton silence devient message. Celui qui veut être respecté doit apprendre à se retirer, à se faire rare, à redevenir une question. Quand tu disparais, tu obliges les autres à repenser ta place, à ressentir ton impact, à mesurer ce que tu apportais, maintenant qu'ils ne peuvent plus y accéder. Et quand tu reviens, si ton retour est juste, tu marques plus qu'en ayant été là, sans interruption. Cela ne veut pas dire fuir. Cela veut dire te soustraire à la banalisation. L'aura se construit dans la rareté, dans la maîtrise du rythme, dans l'oscillation entre présence et absence. Tu ne dois pas chercher à exister tout le temps. Tu dois apparaître quand ton énergie est pleine et disparaître quand ton essence est en train de se dissoudre. Le retrait volontaire n'est pas une fuite. C'est un pacte avec ton axe. Tu choisis de revenir plus fort, plus net, plus profond. Tu n'as rien à expliquer.
Tu reviens avec une nouvelle vibration. Et c'est elle qui parlera. Désormais, ose le silence. Ose la disparition stratégique. Ose la coupure qui rend ta présence magnétique. Tu n'as pas été créé pour être une lumière constante. Tu as été forgé pour devenir une étoile. Visible, mais pas toujours là. Et c'est ce mystère qui impose le respect. Tu sais maintenant ce qui t'efface. Tu as vu comment tes gestes les plus anodins, les plus polis, les plus éduqués, pouvaient devenir des instruments silencieux de ton propre effacement. Tu croyais faire le bien. Tu voulais éviter le conflit, maintenir l'harmonie, inspirer la sympathie. Mais à force de tout arrondir, de tout justifier, de tout valider, tu as creusé autour de toi un espace vide. Et dans ce vide, ta réputation s'est dissoute. Pas d'un coup, mais goutte à goutte, par omission, par peur, par réflexe. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que le respect ne naît jamais de la docilité. Il naît de la frontière, de l'axe, de la tension que tu oses incarner. Chaque acte que tu poses pour te recentrer, pour affirmer ton rythme, pour couper l'excès de gentillesse, est un retour à la souveraineté. Et cette souveraineté ne fait pas de toi un tyran. Elle fait de toi un être lisible, clair, indiscutable, celui qu'on ne dérange plus à la légère, celui dont on attend les mots, celui dont l'absence fait réfléchir. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à convaincre, tu dois simplement t'aligner, poser, tenir. Ce que tu imposes par ta posture silencieuse vaut plus que 1000 discours. Alors retiens ceci, chaque fois que tu redeviens le maître de ton énergie, tu rééduques le monde autour de toi. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à t'abonner maintenant. Reste avec nous jusqu'au bout. La prochaine vérité sera encore plus dérangeante, mais elle te rendra encore plus libre.